Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. C'est le moment de parler culture avec Philippe Richard Bertrand. Salut Philippe Richard. Ça va? Ça va bien, et toi? Très bien. On est dans la culture parce que tu me parles des droits d'exécution publique. Oui, la SOCAN. La SOCAN qui a le pouvoir et surtout le mandat de monitorer, tout ce qui se fait en termes de musique, que ça soit à la radio, que ça soit dans un amphithéâtre, que ça soit dans un bar, dans un restaurant. Ce que les gens ne savent peut-être pas, les auditeurs qui nous écoutent, c'est que quand tu vas dans un centre d'achat et qu'il y a de la musique qui joue, le centre d'achat en question, le propriétaire des lieux, se doit de payer sa redevance à la SOCAN, qui, elle, ensuite distribue cet argent-là. Là, je tomberai pas de comment, là, parce que c'est dur à comprendre, mais c'est un système de pointage. Ça dépend où elle a été entendue, mais encore une fois, il y a des rapports de tout ça qui sont faits, qui permettent à la SOCAN, après ça, de redistribuer cet argent-là aux auteurs. Tout à fait. C'est très légitime. Et malheureusement, il y a des petits snoraux, des commerçants, qui éludent de payer leurs droits à la SOCAN et qui privent, à ces auteurs-là de l'argent qui leur est dû. Et là, il y a un cas dans le Journal de Montréal, flagrant, du Dagobert à Québec, discothèque emblématique de la région de Québec. La Grande Allée. La Grande Allée, moi, ce que je trouve bizarre, tu comprends que c'est une discothèque. Donc, c'est un lieu où on va pour aller écouter de la musique et elle ne donne pas ses redevances. C'est assez ordinaire. T'sais, on parle pas du restaurant qui pourrait pas avoir été au courant, mais là, c'est un endroit où tu vas pour prendre un verre, danser. Je présume, je suis pas allé au Dagobert depuis 20 ans, mais tu fais pas tes royautés. C'est un peu. Après ça, dans l'article, on explique que le Dagobert n'est pas d'accord avec le calcul, n'est pas d'accord avec ses journées d'ouverture. Ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais c'est à eux de défendre leur dossier devant la SOCAN. Sauf que moi, si tu savais le nombre de fois là, que je suis rentré dans un établissement de Montréal, là, pense, tu sais, plus ou moins aujourd'hui parce que je ne bois plus, là, mais dans les années où j'allais avec, disons, des employés faire un petit 5 à 7 dans un petit bar local, il y avait une game du Canadien à la télévision. Puis là, tu comprends que ce bar-là en question ne payait pas les droits pour diffuser le match du Canadien. Oui, mais ici, il y a une distinction parce que un service qui distribue du contenu audiovisuel ou juste audio dans le cas de la musique, ce service-là a des abonnés et les abonnés sont des abonnés privés ou des abonnés commerciaux. Puis j'imagine bien que la licence, par exemple, moi, si je suis abonné à Spotify, mettons, mais si je dis que c'est pour diffusion dans une boutique, hop, l'abonnement est différent. J'en suis persuadé. Et si quelqu'un met de la musique dans un centre d'achat, si la SOCAN fait le répertoire de ça, il doit y avoir une forme de... On double pas le paiement. C'est-à-dire que, ultimement... Et c'est tout à fait normal. Imaginez, les gens se disent des fois, ben non, on va pas payer pour la musique. Ben, maintenant, tu as une réception, là. Tu as une réception, tu payes l'électricité, tu payes ta salle, tu payes le personnel, tu payes la bouffe, tu payes la musique aussi. Pourquoi la musique serait gratuite alors que tout le reste a un prix, tu sais? Mais si tu savais le nombre de fois dans ma carrière que moi, je suis intervenu avec mes propres associés pour dire « Hey, on a de la musique dans le lobby. On va aller se chercher une licence de la SOCAN. » T'es un pur. Oui, mais en fait, c'est pas une question un peu, puis c'est pas une question que j'aime garocher de l'argent. C'est juste qu'il y a des auteurs qui ont travaillé. Ben ouais. Moi, je veux que mon travail soit payé en tant qu'expert dans mon domaine, mais pourquoi je ne paierais pas l'auteur? Après ça, on peut être pas d'accord avec le système de redevance. Je vais donner un exemple. Les arrivées des Spotify de ce monde, de Apple Music, ont complètement changé la façon dont est rémunéré un artiste. C'est clair. OK? Donc, ça, je suis pas très d'accord au modèle. Sauf que aujourd'hui, si je veux écouter de la musique, ben moi, j'ouvre Spotify, puis je suis abonné à Spotify, puis j'espère que Spotify a une bonne relation avec
les artistes, auteurs, compositeurs, là, parce que tu sais, il y a une chaîne là-dedans. Tout à fait. Mais, encore une fois, c'est pas moi qui a fixé le prix de 9 $ que je paye à Spotify. Tu sais, ça vaut peut-être 16 piastres. On ne sait pas. Ils me chargent pas 16 piastres. Donc, non, c'est clair. Puis honnêtement, c'est un domaine vraiment qui m'intéresse énormément depuis de nombreuses années parce que Spotify amène ses tarifs en fonction d'un calcul. Ils ont fait comment tu appelles ça, un plan commercial, là, un business case. Et ils ont dit, bon, ben nous, si on charge tant par mois pour l'abonnement, bon, ça va être avantageux. Les gens vont dire oui. Puis là, il y a d'autres alternatives à Spotify qui ont dit, non, nous, on va donner plus aux artistes. C'était le mari de Beyoncé, si je ne me trompe pas, qui avait parti sa propre plateforme. Puis il payait, lui, il avait une meilleure redevance. Ces redevances-là peuvent faire l'affaire de gens qui ont un très, très haut volume. Tu sais, Taylor Swift, là, ça ne dérange pas, elle, de recevoir une micro-scène à chaque fois qu'on écoute une chanson. Mais pour Mara Tremblay, qui joue très peu sur Spotify, ben ça veut dire que ça ne représente plus rien. Je me souviens du groupe Alpha Rococo, qui avait sorti l'exemple, une comparaison. Il y avait une chanson qui avait beaucoup marché, puis c'était au moment des croisements. Les gens écoutaient encore beaucoup la radio FM musicale et les plateformes musicales étaient apparues sur les téléphones. Il disait que, et c'est normal, une chanson qui joue à la radio reçoit une proportion des revenus publicitaires. Ben, le gars d'Alpha Rococo disait qu'il avait reçu genre 16 000 $ pour le cycle de rotation de sa chanson. C'est normal, tout le monde se flotte une toune, ça vaut quelque chose que tout le monde aime ou telle chanson ou une autre. Il avait reçu 16 000 $. Puis sais-tu combien il avait reçu de Spotify pour la même période? Je sais pas. 16 cents. Ouais, c'est ça. Mais qu'on est dans les milliers. C'est un calcul mathématique qui fait peut-être pas de sens. Par contre, c'est comme n'importe quoi. Le modèle d'affaires d'un artiste, n'importe où dans le monde, a totalement changé. À l'époque, tu vendais un CD et là, tu t'assurais de faire un certain nombre d'argent parce que le CD à l'époque, je ne sais pas si tu le sais, pas à l'époque des CD à 9 piastres, là, mais un CD, ça s'est déjà vendu 24,90. Ouais, c'est ça exactement. Alors, là, l'artiste touchait son argent. Quand les services de streaming sont arrivés, comme le premier, ça a été Apple Music, et là, ça a chambranlé le modèle d'affaires de l'ensemble de la musique. Aujourd'hui, un artiste ne fait plus d'argent avec sa musique. Non. Il fait de l'argent avec ses spectacles, les droits dérivés, la marchandise. Ouais. Donc, ça a été complètement... La musique aujourd'hui est ta carte de visite, c'est ta pub pour que les gens viennent à ton spectacle. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai vécu tous ces changements-là. Là. Moi, j'ai travaillé 20 ans en musique. Puis, je veux dire, j'ai vécu ça là, en 2004-2006, l'arrivée de... Comment ça s'appelait? On partageait des fichiers. C'est ça. Alors, oui, et ça, c'était très, très... pour nous, on se faisait voler de la musique. C'était purement simplement ça. Les gens avaient acheté de la musique, l'avaient dans leur ordinateur, puis ils partageaient les fichiers musicaux. Il y avait comme une espèce de chaîne, une toile d'araignée d'ordinateur personnel. Mais je me souviens, moi, j'avais peur que mes enfants disent, ben là, partage pas, là, je vais pas avoir de problème, puis c'est immoral, puis on va se faire rentrer un virus dans notre ordinateur. Et tout ça a tout été réglé par Apple, avec Apple Music. Est-ce que le montant était suffisant? Peut-être pas, mais au moins, il y avait une transaction légale et tarifée, tu sais. C'est ça, mais là, l'avenir s'en vient un petit peu plus rose dans ce domaine-là. Je pense pas qu'ils vont faire plus d'argent, mais bon, tu sais, le piratage, comme on l'a déjà connu à l'époque, là, tu sais, à l'époque, là, moi, j'ai pas fait de piratage, mais admettons que je voulais me faire une cassette à l'époque, là, avec les chansons que moi j'aimais. J'ai acheté un radio avec 2 cassettes, puis je me faisais un petit mix à moi-même. Tu comprends que c'était une forme de piratage. Je la vendais pas, mais je l'utilisais pour moi. Aujourd'hui, avec l'avancée des technologies, si moi j'achète une chanson dans mon Apple Music, je peux pas te l'envoyer. T'sais, elle est encryptée dans mon compte d'Apple Music. Alors, ça a quand même amené des bonnes choses. Par contre, tout ce qui est par rapport aux redevances, c'est pour ça qu'il y a des organismes comme la SOCAN pour protéger les auteurs. C'est bon. Bien sûr que c'est bon. Ils font leur travail. Puis bon, la beauté avec le numérique, du moins, c'est que ça laisse des traces, là. Tu sais, c'est un peu, moi, je compare ça souvent au cash. Tu sais, au cash-cash, dans le numérique, ça existe pas, là. Tu sais, tu peux pas être payé cash dans le numérique. Ben, quand tu fais jouer une chanson de façon numérique, OK, il
il y a une preuve numérique des à traces quelque partout. part sur un serveur que ta chanson a été jouée tant de fois. Tu peux pas bisouner ça, excuse mon langage. Mais bon. Mais là, j'espère que ça va éveiller les gens qu'il faut payer ses droits. Puis si vous avez un commerce, un restaurant, une bibliothèque, vous êtes une librairie, vous faites jouer de la musique, une petite librairie de quartier, appelez à l'Ossocan, vous allez contribuer à ces artistes-là. Et c'est pas des montants faramineux, évidemment, non, ils sont conscients de ça, tu sais. Et Et dis-moi, en terminant... Oui. Ben oui, c'est ça. En terminant, Philippe Richard, tu voulais me parler de quelqu'un qui s'est débarrassé de ses dettes d'une drôle de manière. Oui, non, c'est ça. En tout cas, là, je veux pas taper du sucre sur le Dagobert, mais l'ancien propriétaire du Dagobert, le monsieur qui a vendu en 2021, est dans une bataille avec le fisc. Bon, ça peut arriver à tous les contribuables. Ça m'est déjà arrivé. Par contre, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que le monsieur a vendu sa maison $1 à sa conjointe en pleine chicane avec le fisc. Mm-hmm. Alors là, tu comprends que le fisc est allé à la cour et le fisc a fait renverser cette décision-là. Ils ont laissé la maison au nom de sa femme, mais ils ont dit qu'ils ont un droit de regard sur la vente éventuelle de la maison, ou du moins du profit de l'éventuelle vente de la maison. Mais ça m'a rappelé, je sais pas si tu te rappelles, dans la commission Charbonneau, toutes les PDG des firmes d'ingénierie qui transféraient les maisons à leurs femmes. Et eux, sais-tu pourquoi ils s'en ont sortis? Eux, ils s'en ont sortis parce qu'il n'y avait pas eu de dépôt d'accusation encore. OK. Tu comprends-tu? Si moi, là, je sais là, que dans 2 mois, je vais être accusé de quelque chose, je transfère à quelqu'un d'autre. Je l'ai transféré au moment où il n'y avait aucune accusation contre moi. Même si on m'appelle devant le Sénat canadien, à l'Assemblée nationale. Mais lui, la problématique de cet individu-là, c'est qu'il l'a fait après les démarches de recouvrement du fisc. Un petit laisse des traces. Mais si je donne ma maison à ma conjointe ou mon conjoint, est-ce que ce conjoint-là n'est pas obligé de déclarer une valeur dans ses acquis? Parce qu'il y a quand même une valeur. On peut pas dire que la maison vaut 1 pièce. Tout le monde sait que la maison vaut $1 million. Il y a une forme de gain en capital quand même. Je veux pas me transformer en fiscaliste ou en notaire, là, puis je ne suis pas avocat, donc renseignez-vous. Non, t'as pas une ma phase d'avocat. compréhension à moi, c'est que tu la passes sous un don. Parce que tu as le droit de faire un don de ton vivant à une personne qui est reliée à toi, et ce don-là peut être de 14 milliards, si tu veux. Là. Tu comprends? Okay. D'après moi, il y a une forme de encore une fois, je suis pas avocat, là, je donne aucun conseil juridique. C'est beau la générosité. D'après moi, c'est un mot un don plus une vente à 1 pièce. C'est ça. On va te faire un beau reçu. Merci beaucoup, Philippe Richard. À demain. Bye.